On fait notre petit bout de chemin et on continue de grimper dans cette échelle qui est mon top 100 de mes jeux favoris de tous les temps. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve encore une fois pour continuer mon top 100. Alors aujourd'hui on est rendu aux positions 60 à 51 et je pense qu'en regardant ma liste, je pense que c'est vraiment la partie du haut, le top 50, et là on est sur le bord d'arriver dans le top 50. Je trouve qu'un paquet de jeux est là, plus ça va aller et plus vous allez voir que je suis passionné par ces jeux-là. Non pas que les jeux avant étaient moins bons, mais quand même, hein, j'ai fait une liste et j'essaie de voir à travers le temps de positionner ces jeux-là et le top 50 va être solide. Mais on va commencer immédiatement et sans plus attendre avec la position numéro 60 de mon top 100. Alors, un top 100 qui d'ailleurs a été rendu possible. C'était un but lorsqu'on a parti notre campagne Patreon. On s'était dit, on va fixer un montant, puis si jamais on se rend là, bon, on fera notre top 100. Le montant a été rapidement atteint et j'ai trouvé que c'était une belle coup de motivation. Ok, ben là c'est le temps, là on fait notre top 100 et j'ai très hâte de découvrir également le top 100 à JP et Vince. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder aussi dans la barre de description, vous allez voir notre lien pour pouvoir joindre et nous supporter via Patreon. En position numéro 60, on retrouve le jeu Role Player. Alors, premièrement, je tiens à vous dire, dans le passé, j'ai joué énormément des jeux de rôle quand j'étais plus jeune. Donc, un petit côté rôliste, j'ai joué à Donjons Dragons, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup créer des personnages. Donc, vous savez, là, on fait une feuille de personnages avec différents attributs, de la force, dextérité, charisme. Et on roulait des dés pour pouvoir placer nos statistiques et fabriquer notre personnage. Role Player est un jeu où on va fabriquer notre personnage. Est-ce qu'on va le prendre après ça pour aller se battre? Non. Du moins, dans la version de base. Et ça, j'ai trouvé ça drôle. Il y a beaucoup de gens que ça a été un turn-off parce que c'est un jeu de placement de dés. Donc, on va drafter des dés, aller chercher des cartes qui vont nous aider et on va bouger certains paramètres sur notre plateau de jeu. C'est un jeu très abstrait, mais j'ai trouvé ça le fun qui mette un thème de création de personnages. Et le but, c'est littéralement de drafter des dés et de fabriquer différentes combinaisons et d'avoir des buts. Parce que selon les personnages, selon les types de personnages, les classes, des choses comme ça, on va avoir certains buts. Donc, si jamais on est un guerrier, il va falloir aller beaucoup de force. Si jamais donc, il y en a vraiment différents attributs comme ça, selon notre race également, qu'on va devoir aller chercher. Et le côté abstrait de ça, de placement de dés, qui fait presque penser à un sagrada ou quelque chose comme ça, mais avec le thème de fabriquer un personnage et qu'à la fin de la partie, on affronte rien le personnage, il est terminé, on marque des points, on fait les étoiles, on affronte absolument rien. J'ai trouvé ça drôle parce que, bon, l'extension vient corriger, vient changer ça. Maintenant, on a un personnage et on va aller affronter des périples, aller affronter des méchants. Mais à la base, même juste roleplayer, sans les extensions, j'ai trouvé ça très intéressant de fabriquer mon personnage parce que c'est un jeu de puzzle, c'est un jeu de dés, c'est un jeu qu'on va devoir manipuler des valeurs de dés, des choses comme ça. Et malgré le thème de Donjons Dragons, ça reste un petit puzzle tellement croustillant. Encore une fois, il y a plusieurs extensions qui arrivent. J'ai une grosse boîte absolument énorme de ce jeu-là. J'ai même pas encore joué avec les dernières extensions, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans mon top. En numéro 59, c'est un jeu un peu obscur de la compagnie Victory Point Games qui s'appelle Healthy Heart Hospital. La boîte est bizarre, très année rétro, très vintage. C'est un jeu coopératif où on va devoir gérer un hôpital. Et je pense que le thème me plaît beaucoup. Parce que oui, il y a beaucoup de jeux qui ont un thème de... il y a quelques jeux qui ont un thème d'hôpital. Mais bon, Dice Hospital, j'ai joué, j'ai trouvé ça très fade. C'est très simpliste comme jeu. Clinic, c'est pas un jeu que j'ai joué. C'est un jeu qui m'intéresse, mais c'est un jeu qui a de l'air lourd. Healthy Heart Hospital est un jeu qui, un coup qu'on passe à travers la première notion des règles, parce que les règles, la première fois, sont quelque chose à passer au travers. C'est un jeu qui est très simple. C'est un jeu où on va utiliser des cubes et là, on va tirer des cubes dans un sac pour pouvoir placer les patients et on va devoir traiter les patients. C'est un jeu qui se joue très bien en solitaire également. Alors moi, je suis un fan de jeux solo, mais je pense que ce jeu-là, étant donné qu'on va contrôler les décisions d'un peu tout le monde, on peut travailler de manière un peu plus optimale. Et j'ai trouvé ça le fun parce que bon, il y a des patients qui arrivent encore avec le petit système de cubes. Et ce système de cubes-là, de backbuilding, qu'on va pouvoir savoir, et bon, il y en a quelques-uns des cubes qui sont sortis des patients à régler. Et là, bon, il y a beaucoup de patients verts. Si jamais on pige trop de cubes verts, nos patients, il va falloir les soigner. Et je trouve que le thème est tellement bien respecté. C'est un bon jeu, c'est certain que le visuel est très rétro, mais moi je trouve que ça me plaît beaucoup et c'est un jeu que j'aime beaucoup. On est rendu en position 58, c'est le jeu Patchwork. Alors Patchwork est un jeu à 2 joueurs où on va placer des polyominoes. Bon, vous savez, des petites pièces de Tetris comme ça, et on va se faire une courte pointe. Et là, le thème est drôle et pour ma part, je trouve que
c'est très original, du moins. On s'entend, c'est très abstrait. On va placer des pièces, on va essayer de remplir le plateau le plus qu'on peut, mais j'ai trouvé que le petit thème de la courte pointe était sympathique. Ceci dit, on passe vraiment à côté du thème parce que le jeu en tant que tel est un jeu que j'aime énormément jouer. J'ai joué beaucoup. En vrai, j'ai joué aussi par application mobile, en différé avec un ami. On avait des parties, on roulait ça non-stop. Mais j'ai trouvé que l'élément intéressant de Patchwork, parce que c'est un jeu qui est très simple, très facile d'accès, mais c'est que plus on joue et plus on devient... On monte notre jeu d'un cran. Donc, au départ, on se concentre à essayer de maximiser notre plateau. Mais après ça, on est juste un contre l'autre. Si on peut, à la place, si on n'a pas des bonnes pièces pour nous autres, on peut essayer d'éviter que l'autre ait des pièces qui en ait besoin. Donc, on peut toujours utiliser les 3 prochaines pièces disponibles. Et là, on va pouvoir regarder, si je prends celle-là, il n'y aura pas accès à celle-là. Donc, on vient un peu faire presque du hate draft, mais on vient maximiser notre jeu. Et j'ai trouvé que, pour ma part, l'aspect du temps est vraiment génial parce que si jamais vous n'avez pas joué à Patchwork, comment ça fonctionne, c'est que là, c'est pas nécessairement à tour de rôle qu'on va jouer. On a une petite piste et selon la pièce qu'on va prendre, on va devoir payer des boutons qui se trouvent être la monnaie d'échange pendant la partie, mais on va également avancer avec un marqueur de temps. Donc, notre petit pion va avancer d'un certain nombre de cases. Donc, si jamais c'est une grosse pièce, ça se peut qu'il y ait un nombre de temps très élevé et on va avancer. Mais le joueur auquel c'est le tour de jouer, c'est le joueur qui est toujours en arrière. Donc, si jamais on prend plein de petites pièces, on a l'occasion de prendre plein de petites pièces, on va toujours pouvoir rejouer comme ça. Et là, jusqu'à temps qu'on dépasse. Et là, il y a une espèce de petit jeu. Je vais prendre cette pièce-là, je vais pouvoir rejouer, prendre une pièce plus élevée et avancer. Et le concept du temps est un des concepts ludiques que j'adore. Et je trouve que chaque fois qu'il y a un jeu qui utilise ce concept-là, je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est des décisions. Donc, notre tour, ce ne sera pas nécessairement consécutif. On va essayer de gérer le plus qu'on peut avec ce facteur-là. Et j'ai trouvé que la gestion du temps et des ressources de monnaie pour acheter les pièces était très intéressant. Patchwork, un jeu que je conseille à tout le monde. On est maintenant rendu en numéro 57 et c'est le jeu King of Tokyo. Alors, King of Tokyo, c'est drôle parce que quand je regarde dans ma liste, c'est pas nécessairement un des jeux que je vais sortir en premier. C'est pas un jeu que je qualifierais d'une espèce de chef-d'œuvre, mais c'est un jeu qui a une faculté incroyable d'être rassembleur. Et c'est un des premiers jeux qu'il y a eu un gros buzz lorsque je commençais à montrer les jeux de société à mon entourage. C'est un des jeux qui a eu un énorme buzz parce que, bon, le roi de la montagne, des beaux petits standees de monstres, un jeu avec des gros dés, on va brasser ça. C'est très simple, il y a de quoi de rassurant à brasser des dés. Les gens, bon, ont comme l'impression que, tu sais, toutes les chances sont égales. Et le petit concept de Yum ou de Yahtzee, de rebrasser les dés, je trouvais que ça coulait très bien. Mais c'est le fait que c'est un jeu que tu peux jouer avec pratiquement n'importe qui. Des jeunes, des moins jeunes, c'est un jeu que des joueurs, pas d'expérience, des gamers en fin de soirée, une petite partie King of Tokyo, on a fait ça énormément. C'est certain que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais c'est l'exemple même d'un jeu que lorsque j'ai fait ma sélection, tu sais, il y a souvent les jeux qu'on joue puis que parfait, c'est le jeu hype, c'est le jeu que j'aime beaucoup jouer. King of Tokyo, ça fait une éternité que j'ai pas joué à ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai toujours gardé dans ma collection. C'est un jeu que je trouve qui mérite d'être pratiquement dans toutes les collections parce que c'est un jeu qu'on peut sortir avec n'importe qui. Et juste pour ça, King of Tokyo a le devoir de se retrouver aussi haut dans ma liste. Alors, il y a également le jeu King of New York, qui est une version un petit peu plus gamer de King of Tokyo. Lorsque j'ai joué la première partie, j'avais bien aimé ça, mais après ça, je me suis dit, tu sais, King of Tokyo, le but, c'est pas de jouer avec des gamers, donc j'ai pas besoin d'une version plus gamer de King of Tokyo. Je veux l'accessibilité, je veux le plateau central qui est complètement pratiquement inutile, c'est juste pour dire on met notre pion là, et le fait de jouer contre les autres, je trouve que c'est un jeu qui a une belle dynamique de groupe, et c'est la raison pour laquelle, malgré le temps, malgré que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, qui mérite sa place dans mon top. Je continue avec un jeu, celui en position 56, qui ne fait plus partie de ma collection, c'est rare parce que la plupart des jeux dans mon top 100, c'est tous des jeux que j'ai. Celui-là, je l'ai vendu, mais c'est le jeu Dominion. Dominion. Le grand-papa de tous les deck builders. Je pense qu'on peut s'entendre, pour dire que c'est le premier deck builder qui a eu. Donald X. Vaccarino a changé l'industrie du jeu de société avec ce concept-là, qui est repris d'ailleurs avec tellement d'autres mécanismes. Au départ, il y a beaucoup de copies qui sont arrivées de deck builder de cette façon-là. À un moment donné, les back builders, où on allait piger dans un sac, et là, le pool building, qui appelle maintenant sur BGG, le fait de bonifier notre deck. Et là, Dominion a été le premier à le faire. Et il y a une tonne d'extensions. J'ai joué à beaucoup de ceux-là, mais pas toutes. Je dirais que Dominion est tellement c'est un bon jeu. Oui, c'est certain, les gens qui vont vouloir dénigrer un peu le jeu, vont parler du thème.
quel thème, c'est pas grave. C'est un jeu où j'aime ça. Chaque partie était différente parce que tu te fabriquais un moteur. C'est certain que quand tu joues toujours avec la base, les stratégies ou les cartes ils reviennent un peu au même, mais avec la tonne d'extensions qu'il y a, il y a tellement des façons différentes de jouer. Chaque partie est différente et ça donne vraiment le concept, l'impression de créer un deck, créer un engine. Et souvent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est certain que Dominion, bon, avec tous les deck builders qui arrivent, j'ai dû faire des choix à un certain moment donné dans ma collection parce que Dominion est un bon jeu, reste un classique, un jeu qui, si jamais vous avez jamais joué à ce jeu-là, je vous le conseille fortement. C'est un jeu qui a changé l'industrie quand même en amenant ce concept-là, qui est tellement utilisé dans plein d'autres choses maintenant. D'ailleurs, beaucoup de jeux maintenant qui sortent avec du deck building, une partie deck building et autre chose, donc ça vient vraiment agrémenter beaucoup de jeux. Dominion est un classique et c'est pour ça qu'il est sur ma liste. On est rendu au numéro 55 et là, le prochain jeu est loin d'être un classique. C'est même complètement à l'opposé d'un classique, mais quand je faisais ma liste, j'ai trouvé ça drôle qu'il se retrouve collé sur Dominion. C'est le jeu Point Salad, salade de points. Qu'est-ce que ce jeu-là vient faire dans mon top en position numéro 55? Alors, c'est quoi Point Salad, salade de points? C'est un jeu de collection d'ensemble. On va collectionner des différents légumes pour se faire une salade, marquer des points. Et là, chaque carte de légumes, d'un côté, a un légume et de l'autre côté, a une façon de marquer des points. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que, encore une fois, un peu comme King of Tokyo, c'est un jeu qui est tellement facile à sortir avec n'importe qui. Des jeunes, des moins jeunes, des joueurs, des moins joueurs. Moi, j'ai trouvé qu'à 2 joueurs, le jeu devenait tellement calculatoire parce qu'il y a un certain nombre précis de légumes et on va tenter de devoir collectionner des ensembles. Donc, si jamais je veux vraiment avoir des poivrons, il va falloir que je m'organise. Et si je les vois passer, je vais essayer de m'organiser d'aller chercher. Mais encore là, à l'inverse, je parlais de A-Draft tantôt. Même chose. Si je vois que tu veux des carottes puis que tu as vraiment besoin de carottes puis je vois une carte, je vais peut-être m'organiser pour la prendre pour éviter que tu l'ailles. Donc, on joue à plein de joueurs, c'est très facile, chacun fait ses petites choses. On joue à 2 joueurs, le jeu prend un cran plus mine, plus méchant. Et je trouve que, malgré le fait que ce soit un jeu très simple, c'est un jeu très élémentaire, c'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais c'est un jeu qui passe partout. Et pour moi, je trouve que c'est très important d'avoir ce genre de jeu-là dans ma collection. Et c'est un jeu que je dirais jamais non à une partie. Fin de soirée, n'importe quoi, j'aimerais ça dans un chalet, là, puis montrer ça à du monde qui n'ont jamais joué à des jeux de société. C'est facile d'accès, ça a une belle présentation. Et je trouve que c'est un jeu qui gagne à être joué et qui est surprenant aussi à 2 joueurs. Salade de points, qui se mérite une place quand même assez élevée dans mon top. Je continue avec le jeu en position numéro 54. C'est le jeu Océan. Alors, Océan, premièrement, est une version 2.0 du jeu Évolution. Évolution est un jeu que j'aimais beaucoup, c'est un jeu que je trouvais très intéressant, mais Océan est venu un peu changer. Bon, les gens disent, c'est quoi qui est différent? Le tempo est un peu différent et je pense que j'ai préféré Océan pour une chose, c'est les cartes de deep, les cartes de profondeur. Parce que oui, qu'est-ce qu'on va faire dans Océan? C'est la loi du plus fort, il faut survivre, prospérer, essayer que notre espèce réussisse à rester au-dessus de la chaîne alimentaire et on va placer des traits sur nos cartes. Donc, nos cartes vont muter, vont avoir différentes façons de se nourrir, des choses comme ça. Les cartes de deep viennent rajouter des traits qui sont uniques. Donc, lorsque tous les traits habituellement sont génériques, un peu, les mêmes qui reviennent tout le temps, les cartes de deep sont toutes différentes et vont donner des traits un peu plus poussés. Donc, c'est la loi du plus fort, la loi de la survie. Je pense que Océan a une présentation vraiment magnifique. C'est un jeu qui est incroyablement beau à voir sur la table et j'ai vraiment aimé le feeling que ce jeu-là me donne parce que c'est un jeu purement tactique. Donc, il y a vraiment là, il n'y a pas vraiment de stratégie. Il faut s'ajuster au quart de tour. L'adversaire fait un changement, mais il va falloir s'ajuster pour réussir à continuer de se nourrir parce que le but, c'est de rester au-dessus de la chaîne alimentaire. Le thème est tellement bien respecté. C'est vraiment la loi du plus fort et c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'y vais en numéro 53 avec un jeu qui va être surprenant et qui se fera probablement pas beaucoup de listes. C'est le jeu Chicago Express. Alors, premièrement, Chicago Express est un jeu que j'ai dans ma collection depuis quand même assez longtemps. C'est un jeu qui a, comme beaucoup de jeux de train de ce genre-là, a le défaut d'être un jeu qui se joue à partir de 3 joueurs et souvent j'ai l'occasion de jouer à plus de 2 joueurs. J'ai toujours été un fan de l'idée, j'ai jamais joué au jeu 1800, la série 1800, 18XX. C'est tous des jeux économiques de train, on va acheter des actions de compagnie, gérer beaucoup de choses. C'est des jeux qui sont costauds, qui sont très longs, qui m'intéressent tellement, mais qui m'intimident aussi beaucoup. Et je pense que Chicago Express prend ce concept-là. Non, c'est pas aussi poussé qu'un 1800, mais Chicago Express reprend beaucoup d'éléments de ça et le fait qu'on va pas contrôler une compagnie ferroviaire, on va acheter des actions de la compagnie et là, plus on va contrôler d'actions, plus nos dividendes vont être élevés. Donc, on va tenter de devoir faire des alliances avec les autres joueurs parce qu'on veut que la compagnie rouge avance. Parce que si jamais on met de l'argent de notre poche pour acheter des actions de la compagnie, ça va dans la gagnotte parce qu'on peut pas acheter avec notre argent des rails de chemin de fer
pour cette compagnie-là. Donc, il va falloir payer des actions pour pouvoir grossir les coffres. Et après ça, dans les coffres, on va pouvoir servir de cet argent-là pour pouvoir faire avancer les compagnies et essayer justement de les faire prospérer. Donc, l'idéal, c'est la rue vers l'ouest, on s'en va vers Chicago, il faut se rendre là. Mais j'ai trouvé que les décisions qu'on prend pendant la partie, l'aspect qu'on va justement devoir se réajuster constamment selon les actions. Et si on a le contrôle d'une compagnie, c'est certain que si on a le contrôle majoritaire d'une compagnie, on va être maître de notre propre destinée, mais on veut s'allier un peu avec les autres joueurs parce qu'on veut que les autres joueurs utilisent leur argent pour remplir la cagnotte de cette compagnie-là parce que si j'ai acheté mes actions à vraiment bas prix, ben j'aurai pas beaucoup d'argent, donc je pourrais pas vraiment prendre l'étendue que je veux et là vient un paquet de décisions qui, des fois, peuvent être vraiment, vraiment difficile. C'est arrivé une partie que je me suis carrément coulé. J'ai pris des actions d'une compagnie et j'ai décidé de me faire couler avec un autre joueur. Ça n'a pas été mon plus beau moment, mais c'était pas prévu comme ça. Ceci dit, Chicago Express, c'est un jeu qui gagne à être vraiment connu. C'est un jeu qui est le fun à jouer avec beaucoup de joueurs. Donc, c'est certain que à 5 joueurs, là, c'est vraiment le genre de jeu que je sortirais parce que l'avantage de ce jeu-là, c'est que c'est pas un jeu qui est énormément long. C'est un jeu qui se joue en presque 1 heure. 90 minutes si on étire vraiment la sauce. Et je pense que c'est ce qui est le fun dans ce jeu-là. C'est un jeu économique où il y a 0 chance. Donc, il y a vraiment, vraiment aucune part de chance. On va devoir s'ajuster constamment avec les actions des autres joueurs et peut-être les bévues également de ces derniers. Je continue avec, en position numéro 52, c'est la série Hoplomachus. Alors, je sais, il y a beaucoup de fans de Chip Theory Games. Too Many Bones est un jeu que j'ai joué quelques fois, qui fait pas mon top parce que j'ai pas assez joué. Je le disais d'ailleurs dans mon préambule là, que c'est un des jeux que j'ai hésité à mettre dans la liste parce que j'ai pas encore assez joué. Je sais que JP Vince ont joué à Cloudspire, donc je sais que Chip Theory Games a beaucoup de gens qui, des suivants, des gens qui aiment beaucoup leur jeu. J'ai pas eu l'occasion de jouer énormément de ces jeux-là, mais Hoplomachus est un jeu de gladiateur, donc un contre un. Bon, il y a un mode par équipe aussi, mais c'est un jeu qui, fidèle à la compagnie, utilise des belles chips de poker assez lourdes. Et là, les gladiateurs vont être dans une arène, et là, encore une fois, belle présentation, toujours comme Chip Theory Games, un beau playmat, en fait, un beau tapis de néoprène qui sert de surface de jeu. Et dans Hoplomachus, ça va être vraiment, on va avoir une faction et on va devoir attaquer l'autre. Donc oui, il y a des dés, et là, c'est du combat tactique. Donc sur des hexagones, on va se déplacer. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que j'ai la version Rise of Rome, mais j'ai également la version Hoplomachus Origins. Et là, encore une fois, comme je mentionnais dans ma première vidéo, je décide de les mettre ensemble, Hoplomachus, le concept général, parce qu'on peut utiliser des factions dans d'autres, etc. Et je sais qu'il y a d'autres versions aussi du jeu, là. Il y a de Lost Cities que j'ai pas. Et il y a également une nouvelle version qui a été annoncée par Chip Theory Games, qui devrait éventuellement voir le jour sur Kickstarter. Je ne sais pas si je vais y aller avec cette nouvelle version-là, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est un jeu de gladiateur et c'est un jeu qui se joue en solo. Fidèle à la compagnie, c'est un des rares jeux de combat tactique qui se joue en solo et qui est vraiment, vraiment excellent. Je l'ai joué à 2 joueurs beaucoup, mais je l'ai joué également en solo vraiment une bonne part du temps. Et je pense que c'est vraiment ce qui le démarque. D'un, la qualité de production est vraiment incroyable, mais de 2, je trouve que la façon de jouer est tellement bien pensée, c'est tellement élémentaire la manière qu'on va gérer les actions de l'adversaire. C'est tellement simple, c'est tellement efficace. Et c'est un rare jeu de ce type-là qui se joue en solo. Donc Hoplomachus, c'est la raison pour laquelle il fait mon top. J'y vais maintenant numéro 51, la dernière position d'aujourd'hui. Hein, ça fait beaucoup de jeux à vous parler. Je commence à m'emballer. J'espère que plus ça va aller, en plus, plus je vais avoir le goût d'en parler. Donc j'espère que je vais réussir à garder mes vidéos dans un délai raisonnable. Mais la position numéro 50, c'est Unmatched. Alors premièrement, Unmatched, je décide de mettre toute la série là-dedans, encore une fois, je ne pouvais pas choisir une version. Là. En fait, dans le match, qu'est-ce que c'est? C'est que chaque boîte va être des boîtes standalone, donc on peut utiliser par elle-même ou des extensions aux autres. Parce que dans Unmatched, on prend un personnage mythique, que ce soit d'une franchise, que ce soit de... Et là, de la variété, il y en a avec des boîtes. Donc, la première boîte, là, bon, il y avait L'Homme Invisible, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Merlin. Il y a une boîte de Jurassic Park. Il y a également une boîte qui vient de sortir de Buffy. Et là, ça vient chercher un petit côté en moi pour Buffy. Mais sinon, il y a Bruce Lee, il y a le petit chaperon rouge. Il y a vraiment, vraiment plein de factions différentes. Et chacune de ces factions-là, parce que c'est un jeu de duel qu'on va affronter l'autre, mais c'est avec des cartes. Et chaque deck se joue complètement différemment. Donc, c'est un jeu très asymétrique. Chaque deck va avoir sa petite twist, va avoir sa façon de jouer, va avoir ses éléments. Et je trouve ça le fun de découvrir chacun des personnages avec ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est un jeu que j'ai été surpris. J'ai joué avec ma fille. Bon, c'est celui de Jurassic Park. Certains, le thème était là pour beaucoup, mais j'ai trouvé ça le fun parce qu'elle a bien compris le jeu. Même si c'est des cartes en anglais, même si c'est de l'information cachée, j'ai trouvé ça vraiment agréable parce qu'à un moment donné, ça a décliqué. Puis là, à force de voir les cartes, elle pouvait y jouer. Je sais que le jeu a été annoncé en version française
très bientôt. J'ai très hâte de voir ça. Là, moi, je suis en anglais, fait que là, ben, je décide de garder mes versions en anglais parce que je veux avoir les dernières versions qui sortent parce que là, ils vont sortir du contenu et vous me connaissez, ils ont annoncé cette année une version de Marvel, donc c'est certain que j'étais aux petits anges. Unmatched est un jeu très intéressant parce que c'est très asymétrique, mais je trouve que c'est des décisions intéressantes. C'est un jeu de duel, ben oui, encore un autre jeu de duel qu'on va affronter l'autre, mais j'ai trouvé que c'était rafraîchissant, le fait de la gestion de cartes de notre deck, le déplacement aussi, la manière que le plateau est fait, parce que comment ça fonctionne, les champs de vision, si on voit un autre, c'est par zone, et là, les cases ont une certaine couleur, c'est très facile, c'est très bien pensé. Je sais que le concept avait été utilisé dans le temps avec un jeu de guerre qui s'appelait Tannhauser, qui a pas été un énorme succès, mais je trouve ça le fun qu'il ait pris ce concept-là et qu'il le ramène, et là, les possibilités sont infinies, les façons de jouer les personnages sont tellement différentes l'un de l'autre, j'ai trouvé ça vraiment agréable de découvrir chacun de ces personnages-là, et je pense qu'avec du recul, si jamais j'ai l'occasion de jouer plus, parce que c'est un jeu que j'ai découvert cette année seulement, je pense que c'est le genre de jeu qui a du potentiel pour pouvoir monter beaucoup plus haut dans ma liste, parce que j'ai même pas encore exploré toutes les boîtes que je voulais. Bon, j'ai acheté la boîte de Buffy, j'ai même pas encore eu l'occasion d'y jouer. J'ai joué par exemple avec les autres boîtes, je voulais essayer de rouler un peu tous les personnages des boîtes précédentes. Et je trouve que c'est vraiment un concept qui m'allume beaucoup. C'est un concept de jeu que j'aime énormément. Et il se retrouve tout près de faire mon top 5, mon numéro 50. Mais que voulez-vous, hein, il y a des choix à faire. Et voilà, ça fait le tour de cette partie de mon top 100. Alors on avance et là j'ai très hâte parce que là, à partir du numéro 50, là, je pense que là, on commence à tomber dans les gros canons, des gros jeux, des jeux qui font peut-être pas l'unanimité, mais là on va tomber vraiment dans la partie supérieure de ma liste. On est déjà rendu à la moitié. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça et je trouve ça vraiment agréable. Quand vous mettez des commentaires, c'est toujours le fun de pouvoir interagir avec vous. J'aime énormément ça. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, hein, parce qu'on fournit, on essaie de sortir beaucoup de vidéos. On aime ça, vous partager du contenu et faire ce top-là, pour moi, est vraiment quelque chose que j'aime parce que je redécouvre tous les jeux de ma collection, je refais le tour et là, je me rends compte qu'il y a tellement des beaux jeux. Il y a même des jeux que je joue pas nécessairement souvent, mais qui méritent quand même une place dans cette collection-là. Donc, ça me permet de faire une rétrospective et même de point de vue personnel, de connaître un peu plus mes goûts ludiques. Je pense que faire cette liste-là, c'est toujours un plaisir. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!